ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Hank's the family fixer, always with his tool belt. But living with prostate cancer, he needed help. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Salut à toutes, salut à tous. Ça va être long et difficile aujourd'hui. 220 km entre Fiume Veneto et Asiago. Et avec deux très grosses ascensions au menu, le Monte Grappa, 25 km tout simplement d'ascension, hein, c'est pas mal, à peu près 6% de moyenne. Ça sera au milieu de l'étape, et puis le Dori, 16 km à 5% de moyenne. Mais le sommet sera encore à 30 km de l'arrivée, qui se fera sur un plateau, qui se fera sur du plat. Ça va donc être pas facile du tout de reprendre du temps à Isaac Del Toro aujourd'hui avec ce final plat et pas en montée. Vu la durée de l'étape, les difficultés au milieu, un départ sur du plat. Ça sent une journée parfaite pour une échappée, une grosse échappée d'une quinzaine de coureurs de se former. On va peut-être voir Romain Bardet, David Gaudu tenter de la prendre cette échappée. Certainement Luis Mentiès qui hier, si vous vous rappelez, s'est retrouvé dans l'échappée alors qu'il ne voulait pas et qui s'est relevé sous les critiques de sa propre voiture de direction. Aujourd'hui, il a montré, il va essayer certainement d'être devant. Et puis par contre, un coureur qui ne sera pas, c'est Giulio Ciccone qui, suite à la chute d'hier, où toute l'équipe Lidl Trek a été pris dans une chute entraînée en fait par Antonio Tiberi. C'est lui qui a été le premier à chuter, Tiberi. Toute la Lidl Trek est tombée, mais celui qui abandonne aujourd'hui, c'est Giulio Ciccone malheureusement. Le premier coup dur pour la Lidl Trek qui vivait jusque-là. Un Giro parfait. Pas sûr donc qu'il y ait des différences au classement général, mais bon, on pensait ça aussi hier et au final, il y a eu des grosses différences. Donc on verra ce qui va se passer aujourd'hui, mais ça promet une étape assez dantesque où l'endurance sera vraiment la qualité numéro 1 qu'il faudra avoir si on veut s'imposer à Asiago aujourd'hui pour cette 15e étape du Giro. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, le kilomètre zéro. Et là, je pense que la bataille pour l'échappée va faire rage un beau moment aujourd'hui. Parce que vraiment, tout le monde a l'air d'accord pour dire que dans les interviews d'avant-course, que ce sera pour l'échappée aujourd'hui et pas pour les coureurs du général. Et c'est parti, on voit déjà Wout van Aert intéressé pour prendre l'échappée aussi. Je crois que c'est Taco van der Horn, inévitable, qui est là pour l'Intermarché Venti. Coureur de la Poel Tizit Malta, mais là, ça va prendre du temps. À mon avis, on est reparti pour peut-être encore 1 heure de bataille pour prendre cette échappée. Ça commence sur du plat. On a les 100 premiers kilomètres tout plat, à l'exception d'une petite colle de 4e catégorie. En fait, c'est un mur de 1 km à 12% de moyenne. Donc, c'est pas un petit mur quand même. C'est très pentu. Il sera au kilomètre 45. Est-ce que ce sera là que la différence se fera définitivement ou est-ce qu'elle se fera avant? On ne sait pas, mais pour l'instant, tout le monde attaque et personne n'arrive à faire la moindre différence. Allez, 2 premiers coureurs qui arrivent à faire une petite différence. Il y a un coureur de la Lidl Trek, évidemment. Maintenant que Giulio Ciccone n'est plus là, ils ont toute la liberté du monde de prendre les échappées. Et c'est ce que fait Patrick Conrad, qui est sorti. Il est suivi par Girsch Van Hoek, finalement, pour l'Intermarché Venti, qui l'a rejoint. Mais on n'aura pas que ces 2 hommes devant dans l'échappée, c'est pas possible aujourd'hui. On en aura bien plus. Les coureurs de la Decathlon derrière qui tentent de sortir. Les équipes italiennes aussi. Et derrière, on suppose que c'est la team Emirates qui à un moment se mettra à gérer, puisque ce sont eux qui ont le maillot de leader dans notre équipe avec Isaac Del Toro. Incroyable Isaac Del Toro, qui quand même
Il a eu quand même beaucoup de chance parce qu'il a maintenant quasiment 2 minutes d'avance sur tout le monde et ces 2 minutes, il les doit essentiellement à des chutes dans lesquelles il n'a pas été pris et il était du bon côté de la chute à chaque fois. Il a gagné du temps. C'est d'abord eu la chute de Roglic dans les rues dans les chemins blancs de Sienne plutôt, où il était devant. Il a réussi ensuite à s'isoler avec Wout van Aert. Et puis hier dans les rues d'un village slovène, la chute de Tiberi et de la Lidl Trek et il a encore été là dans le bon coup. Il a pourtant été ralenti lui aussi par la chute, mais il s'est remobilisé immédiatement et il a jumpé dans le groupe qui était devant et il a fini avec dans le petit peloton de devant avec Simon Yates et Richard Carapaz, les autres grands gagnants d'hier. Voilà, un joli groupe là, un joli, on va dire, quatuor plutôt, qui s'est isolé avec pas moins que Wout van Aert, Joshua Tarling, Matthias Vacek et Fabio Van den Bosch pour l'Alpecin de Koenig. Donc là, il y a du gros rouleur. Il y a du gros rouleur et forcément, ça intéresse d'autres coureurs d'aller rejoindre. Et ça intéresse tellement de monde que ça revient. On sent que Wout van Aert est vraiment... il a envie d'y être devant encore aujourd'hui. Même si l'ascension est quand même dure, elle n'est pas extrêmement pentue. Les deux ascensions, elles sont très longues. Mais voilà, elles vont pas... c'est pas du 10% de moyenne. Et donc, c'est des ascensions que peut passer Wout van Aert s'il est vraiment en grande forme. Pour l'instant, on voit plutôt des rouleurs, des gros rouleurs, des gros gabarits tenter de prendre l'échappée. Et on voit pas encore les petits grimpeurs, ils attendent leurs heures. Ils attendent que ça monte un petit peu pour essayer de se glisser dans l'échappée. 200 km de l'arrivée, et pour l'instant, personne qui n'arrive à s'échapper. On a vu beaucoup de monde essayer, on a même vu Mats Pedersen. Il faut dire qu'il y a un sprint intermédiaire là, assez rapidement dans l'étape. Donc il y a des petits points à prendre pour le maillot de Ciclamino pour lui s'il est dans l'échappée. On a vu Wout Poels, on a vu Quinten Hermans. Luis Mentias aussi qui essaye cette fois-ci de y aller. On se demande s'il a des regrets finalement Luis Mentias hier de s'être relevé puisque l'échappée est allée au bout avec Kasper Asgreen. Qui sait s'il n'aurait pas tenu et peut-être battu Kasper Asgreen. Allez, des coureurs de la Tudor qui tentent d'y aller aussi. Mais pour l'instant, encore une fois, il y a 20 équipes sur 25 qui veulent mettre quelqu'un devant donc c'est très compliqué. Et on y arrive à ce sprint et personne pour l'instant n'a réussi à prendre l'échappée. Mats Pedersen va pouvoir s'amuser à prendre les 12 points. Très certainement, à moins que Dries de Bont s'amuse encore à lui jouer des tours. En tout cas, là, on voit que la Lidl Trek a pris la tête du peloton désormais pour amener Mats Pedersen vers ce sprint. L'objectif est clair. Ils ont perdu de Chicone, mais ils ont encore envie de peser sur cette course. L'équipe américaine. Est-ce qu'il y a un autre coureur? Je vois Jensen Plowright qui est là aux côtés de Pedersen, qui va peut-être essayer d'y aller. On l'a vu plusieurs fois le tenter. On n'a toujours pas compris pourquoi, mais... Allez, il y a Olaf Koy aussi qui essaie d'y aller. C'est parti, c'est Plowright qui lance. Jensen Plowright qui est le premier à lancer, Mats Pedersen qui le double. Olaf Koy qui va se contenter de la 3e place. Et c'est un beau duel, mais c'est Mats Pedersen qui passe au coude à coude devant Jensen Plowright. Et Koy qui est 2e de ce classement, qui allait prendre la 3e place. Et il y a même Casper Van Hunden qui était là et qui allait faire 4e. Ouais, Casper Van Hunden, il est aussi bien classé dans ce classement. Donc voilà, si jamais Mats Pedersen venait à abandonner, voilà, comme Chicone hier, après tout, ça aurait pu être Pedersen, et ça aurait relancé complètement ce maillot de Ciclamino. C'est pour ça que Koy et Van Hunden sont allés aussi prendre quelques petits points. Alors, ce sprint, c'est fait. Désormais, c'est de nouveau du plat. On n'a toujours pas d'échappée. Et on est à 15 km donc de ce mur, le Muro di Ca del Poggio, et ce kilomètre à 12% qui pourrait aider les grimpeurs cette fois-ci à tenter de prendre l'échappée. Ah, on a 5 coureurs qui ont réussi à faire un petit écart. C'est le plus gros écart, je pense, depuis qu'on est parti. Et il n'est pas grand, mais ça reste le plus gros. On a Lorenzo Miezzi pour la Movistar, Patrick Conrad pour la Lidl Trek, Michael Hepburn pour la Jayco Alula, et puis Mattia Baïs pour la Polti Malta et Luca Covilli pour la Bardiani. Voilà les 5 coureurs qui ont réussi à sortir. Luca Covilli, là, il a l'air à bout de force, il est en train de lâcher. Le rythme était trop intense. Et Luca Covilli qui ne peut pas suivre. Non. Ils sont plus que 4 devant. Ils ont une dizaine de secondes d'avance sur un peloton qui n'a pas du tout abdiqué, qui ne les laisse pas partir. Il y a encore plein de monde qui veulent prendre l'échappée. Covilli, il ne peut pas tenir le rythme mis par les autres. Ouais, Milesi, Hepburn, Conrad, c'est 3-3 très gros rouleurs. Là encore, on n'est toujours pas sur du profil de grimpeur, on est sur du profil de rouleur. On arrive dans cette ascension sur ce petit mur. Il n'y a toujours que 10 secondes entre les 4 hommes de tête et le peloton. Et des coureurs qui profitent de sortir. On a un trio là qui est ressorti du peloton. J'ai eu un coureur de la Red Bull, il me semble, qui fait partie de ce trio. On essaye de mettre un homme devant, avec Mattia Cataneo pour la Soudal Quick-Step et un coureur de l'Alpecin. On est à 175 km de l'arrivée. Et allez, un coureur de la Tudor qui tente aussi de sortir. Alors que le coureur Red Bull, c'était Nico Denz. Et Nico Denz, évidemment, c'est un gros gabarit. Et là, il ne peut pas suivre du tout. Il est repris par le peloton. Un peloton qui va encore très très vite. C'est peut-être le moment décisif pour prendre l'échappée.
Je vois un coureur de Ajay Kolou là aussi qui est sorti avec celui de la Tudor. Ils sont en train de revenir sur les hommes de tête. Ah non, c'est plutôt le coureur de la Jaco, c'est plutôt Michael Hepburn qui a lâché devant. Allez, le coureur de la Tudor qui est revenu sur donc, les 3 hommes de tête désormais que sont Milesi, Conrad et Baïs. Hepburn qui est en train de lâcher. Et puis Mattia Cataneo qui arrive à son tour. Ils sont 5 devant avec Michael Hepburn juste derrière. J'ai pas vu encore qui était le coureur de la Tudor. Mais ils ont vraiment rien d'avance sur le peloton. Je me demande s'ils vont pas au final être repris tout simplement. Un coureur de la Groupama FDJ qui tente de sortir. C'est un petit peu explosé là. Il y en a de partout dans cette ascension. Il y a aussi beaucoup de monde. Allez, on a des coureurs qui reviennent avec Nicolas Consi. Je crois qu'il y a Romain Bardet aussi qui est là désormais dans cette tête de course. Ça revient de l'arrière. Nicolas Consi qui va passer au sommet. Il est revenu assez facilement de l'arrière, Nicolas Consi. Et là, il est même limite en train de lâcher les autres pour passer en tête, simplement pour protéger le maillot de meilleur grimpeur de Fortunato. Et bon, il y avait juste 3 petits points à prendre. Derrière, on a un groupe du coup finalement une quinzaine de coureurs. Mais le peloton est juste derrière. Là, comment ça va se... Il y a des cassures un peu de partout. Il n'y a aucune équipe qui gère. C'est encore une fois un peu n'importe quoi. Ouais, là, il y a des grosses cassures. Il y a des grosses cassures dans le peloton. Il y a des groupes de 15, de 20, de 30. Donc là, pour les équipes, il faut regarder où sont leurs leaders. Est-ce qu'ils sont dans le bon coup? On voit Del Toro, encore une fois, dans le bon groupe, dans le premier. Ça, c'est sûr. Mais il y a une grosse cassure là quand même. Il y a une grosse cassure avec un peloton, on va dire, divisé en deux. 70 devant et 70 derrière. Bon, on suppose que c'est plutôt les sprinteurs et les gros gabarits qui sont derrière et les bons grimpeurs et les leaders du classement général qui sont devant. Ce serait étonnant qu'il y ait un leader qui se soit fait piéger dans cette ascension. Mais en gros, on a 2 groupes avec, il y a au moins 15, voire 20 secondes entre ces 2 groupes, entre ces 2 pelotons, tout simplement. Les 2 pelotons qui se sont tous regroupés entre eux et il n'y a plus d'échappés. Il y a un groupe de 70 coureurs devant qui a 15 secondes d'avance sur un groupe de 70 coureurs derrière. Il y a bel et bien un leader qui s'est fait piéger, c'est Antonio Tiberi, qui décidément vit des journées difficiles et peut-être ressent aussi de sa chute d'hier. Il est dans ce groupe, dans ce second peloton. Et l'écart qui a grandi, il y a 50 secondes d'écart entre le premier peloton et le second. On retrouve aussi Mats Pedersen, on retrouve aussi 3 équipiers d'Isaac Del Toro, 3 coureurs de la Team Emirates. J'ai notamment vu Jevine qui sont là. Et donc c'est la Bahrain Victorious qui est en tête de ce groupe et qui tente de revenir, mais qui pour l'instant ne reprend pas du tout de temps parce que devant, ça continue d'aller très vite. C'est pas forcément qu'on roule pour distancer Tiberi, mais par contre on attaque de partout pour prendre l'échappée, ce qui veut dire que le rythme est effréné. Et Tiberi là, il est encore en train de perdre beaucoup de temps. Alors on est très loin de l'arrivée, il a le temps de revenir, mais ça pourrait lui coûter cher à lui. Et surtout ça va fatiguer fortement ses équipiers. Alors que devant, les attaques se succèdent. Désormais c'est un coureur de l'Intermarché Venti qui tente de ressortir, suivi par de coureurs de la Polti, la Stana, la Groupama, la Visma, tout le monde veut y aller. Comment faire pour prendre l'échappée? Là j'ai l'impression que c'est quasiment mission impossible. Avec Antonio Tiberi, on a son équipier Damiano Caruso, donc ça se passe très mal pour la Bahrain Victorious. Ils ont que Peyo Bilbao devant, qui du coup on lui a donné le champ libre pour tenter de prendre l'échappée, et il essaye, mais c'est très compliqué. Personne n'y arrive, pas plus Bilbao que les autres. Ça continue de se battre, et puis l'écart qui continue de grandir désormais entre ce premier peloton. On retrouve tous les membres du top 10, sauf donc Damiano Caruso et Antonio Tiberi, qui sont dans un groupe à 1 minute et 26 secondes derrière, et qui est victime collatérale de toutes ces tentatives de prendre l'échappée. Personne n'y arrive, le rythme est terrible, et ils perdent du temps, les coureurs de la Bahrain Victorious, qui sont un petit peu les seuls à travailler dans ce peloton, parce que tous les autres, c'est un petit peu des sprinteurs, des grands cabarets, qui ont déjà dit un petit peu adieu à l'étape du jour, et vont y aller tranquillement, former un énorme groupe éto. Mais c'est pas du tout ce que veut la Bahrain Victorious, qui est vraiment là en grande difficulté. Le rythme est toujours terrible, le premier peloton qui est limite scindé en 2 désormais, avec ceux qui tentent de prendre l'échappée, et puis les favoris qui sont plutôt derrière. On voit les tout derniers de ce peloton, c'est Ayuso, c'est Bernal, c'est Yates, c'est Pidcock, c'est G, on a vu Romain Bardet aussi. Ils sont tous à l'arrière du peloton, du premier peloton. Et là, il y a le premier peloton est définitivement scindé en 2. Il y a des coureurs de partout. On va dire qu'il y a le groupe des favoris, j'ai vu, avec Isaac Del Toro, qui est derrière. Et devant, on a un groupe d'au moins 25 coureurs, poursuivi par un groupe de 15 coureurs, avec 10 secondes entre les deux. Et le groupe avec Del Toro, qui est encore 15 secondes derrière. Alors, est-ce qu'il y a des coureurs du classement général dans ce premier groupe? Ou est-ce qu'il n'y a que des coureurs d'échappée? C'est ça qu'il faut voir désormais. Del Toro, il y a Roglic, il y a Bernal, il y a G, il y a Storer, il y a Ayuso. J'ai l'impression que tous les favoris
qui étaient à l'arrière du peloton, ont laissé partir ce groupe. Mais ouais, là, c'est une échappée du coup de 30 coureurs qui est partie et qui a désormais 30 secondes d'avance sur le peloton du maillot rose qui est aussi d'une trentaine d'unités. Et c'est peut-être le bon moment pour Tiberi, parce que là, ce groupe, il n'y a plus personne qui roule. Il n'y a plus personne dans le groupe maillot rose qui roule. Et ça pourrait profiter aux 70 coureurs du groupe Tiberi pour revenir et refaire un peloton un peu plus conséquent et rouler tranquille et laisser une échappée de 30 coureurs au moins qui on a dans ce groupe de tête. Alors on a Lorenzo Fortunato, j'ai vu, il y a Igor Arrieta qui est là pour la Team Emirates, et il y a un Groupama FDJ qui ferme la marche. C'est peut-être bien David Gaudu qui est dans ce bon coup. On a Marco Brenner pour la Tudor, lui on le reconnaît facilement avec son maillot de champion d'Allemagne. Il a un autre coureur de la Tudor dans sa roue, mais Michael Storer est pas là, il est dans le groupe avec le maillot rose. Il y a aussi Daniel Martinez qui est dans ce groupe de tête. Ils sont presque trop nombreux pour que ça fonctionne. C'est quasiment un troisième peloton là, plus qu'une échappée. Et en plus, il y a d'autres coureurs encore qui sont un petit peu intercalés, qui reviennent de l'arrière. Donc ça va faire une échappée de 40 personnes là. C'est beaucoup. Et tout le monde ne va pas travailler, bien sûr. Donc ça va mal s'entendre. Derrière, le groupe maillot rose qui va vraiment désormais tranquille. On voit Romain Bardet qui est dans ce groupe maillot rose. Il n'est pas devant, il n'est pas dans l'échappée malheureusement. 1 minute et 12 secondes de retard sur les hommes de tête. Donc ils vont vraiment tranquille. Tiberi n'est plus qu'à 2 minutes. Tiberi il va rentrer. Tiberi, et on va dire ce qui est le peloton principal au final, va rentrer sur le groupe du maillot rose pour avoir un peloton de nouveau regroupé. On voit aussi la Pole Visite Malta beaucoup travailler avec la Bahrain Victorieux. Ce sont les deux équipes qui travaillent pour revenir sur le peloton maillot rose. Et derrière, on a ce groupe de 40 coureurs où les attaques continuent en fait, parce qu'ils sont trop nombreux, ça ne travaille pas. Et donc il y a encore des attaques pour réduire un petit peu l'échappée qui continue. Là, c'est à coureur de la Soudal Quick Step, suivi par Gorg Steinhauser pour l'IF. La situation n'est pas encore complètement définie, même si elle s'est légèrement éclaircie. 140 km de l'arrivée, et c'est bon pour Tiberi qui peut pousser un gros ouf de soulagement. Il revient sur le groupe du maillot rose. Ils étaient 2 fois plus nombreux. On va de nouveau avoir un peloton groupé, et c'est la Team Emirates qui prend immédiatement le contrôle de ce peloton, qui prend la tête, qui roule, parce que devant il y a une échappée très dangereuse, une échappée d'au moins 35 coureurs qui est sortie. Alors j'ai pas encore tout à fait la liste complète, mais il y a le coureur le plus dangereux au classement général, a priori c'est Einer Rubio, le coureur de la Movistar, 14e du classement général à 4 minutes et 26 secondes d'Isaac Del Toro. C'est un danger. Rubio, c'est celui qui est le mieux classé, et avec une échappée aussi nombreuse. Elle a de fortes chances d'aller au bout, donc faut pas leur laisser trop d'avance. C'est importantissime. Allez, ça y est, a priori, on a la liste. Alors, il y a du monde, 35. Ils sont 35, tout pile, avec Giovanni Aleotti et Daniel Felipe Martinez pour la Red Bull Boransgro qui sont devant. Ça, c'est bien joué, 2 équipiers de Primoz Roglic. Alors qu'il n'y a que Igor Arrieta pour la Team Emirates qui est à l'avant. On a le Norvégien Embrez Vestad Bartseng pour l'Arkea BNB Hotel. On a Peyo Bilbao pour la Bahrain Victorieuse, Nicolas Prodhomme, le Français le mieux classé au classement général, un 21e du classement général à 9 minutes de Juan Ayuso qui est là pour la Decathlon AG2R. On a Owen Doul et Gorg Steinhauser pour l'IF. David Gaudu est bien là avec Kevin Guenietz et Rémi Rochas. Un joli trio. On a Joshua Tarling et Ben Turner pour l'Ineos, Francesco Bussato pour l'Intermarché Venti, Marco Frigo et Hugo Hull pour l'Israël, Patrick Conrad et Mathias Vacek pour la Lidl Trek. On a Cepeda, Formolo et Rubio pour la Movistar. Là aussi, c'est un joli trio. Cataneo et Garofoli pour la Soudal Quick Step. Davide De Preto avec Luc Plapp et Filippo Zana pour la Jayco Alula, qui là aussi encore un trio très fort. Guy Schlemreise pour la Picnic Postenel. Mattia Baïs pour la Pole Visite Malta. Bart Lehmann pour la Visma Lease Bike. Marco Brenner et Florian Stork pour la Tudor. Et on a 4 coureurs d'Astana avec Diego Ulissi, Nicola Conci, Lorenzo Fortunato et Christian Scaroni. Ça fait 36 en fait, final. 36 coureurs en tout dans cette échappée. Donc là, attention les yeux. Ils ont 2 minutes et 50 secondes d'avance sur le peloton mené par la Team Emirates. Ça promet pour le reste de cette étape. Ça s'entend pas forcément. 36 coureurs, c'est trop. Et du coup, il y a un groupe qui est un petit peu sorti d'une dizaine de coureurs qui s'est isolé. Il y a du monde. Il y a Tarling qui est sorti avec Frigo et Hull, les 2 coureurs de l'Israël, avec Patrick Conrad, avec Cepeda et Formelo pour la Movistar, Plapp et Zana pour la Jayco Alula, Diego Ulissi pour la Stana qui sont sortis. Il y a un coureur de la Groupama qui est en train de revenir avec un coureur de l'IF.
Ils arrivent au second sprint intermédiaire, mais alors là, ils vont vraiment s'en moquer complètement. C'est Marco Frigo qui passe en tête de ce sprint. Alors, c'est le local de l'étape. C'est peut-être pour ça qu'il a insisté pour passer. Mais bon, les autres sont pas loin derrière. Hein. Ils sont un petit peu éparpillés, mais ils sont quasiment tous ensemble encore. Désormais, ils ont réussi à prendre l'échappée, mais désormais, il faut se battre pour prendre l'échappée de l'échappée. C'est infernal. Infernal, cette étape. On a un petit trio là qui a pris un peu d'avance sur les autres dans cette échappée, avec Matthias Vacek, Davide De Preto et Nicolas Conci, les coureurs de la Lidl Trek, de la Jayco Alula et de l'XDI Astana Team, alors qu'on s'approche du pied du Monte Grappa. On en est vraiment pas loin. On est à 116 km de l'arrivée. Ces 3 hommes de tête, l'écart qui grandit, ils ont 30 secondes d'avance sur leur trentaine de poursuivants, au sein duquel il y a un coureur que j'ai oublié de citer. Et alors il est devant aussi, alors on va le dire. C'est un coureur de la Bardiani, Filippo Fiorelli, qui lui aussi fait partie de cette échappée. Il s'est démené pour être là, donc il mérite lui aussi d'être cité dans 100% cyclisme. Je suis sûr qu'il sera ravi. Coureur bien classé au classement général, on a dit Ener Rubio à 4,26, Nicolas Prodhomme à 9,04 et Diego Ulissi, lui aussi, est bien classé. Il est à 7 minutes 18. Donc voilà, 3 coureurs qui pourraient faire une belle affaire. Et c'est les 3 seuls, tous les autres sont à plus de 20 minutes. Non, il y en a un qui a 14 minutes, c'est le Norvégien Emre Svestad Bartseng de l'Arkea BNB Hotel. Mais bon, ça commence déjà à être loin. En plus, voilà, ils n'ont qu'une 3 minutes d'avance sur le peloton toujours mené par la Team Emirates. Et ça y est, le Monte Grappa, ils y sont, les 3 hommes de tête, 25 km d'ascension à 5,7% de moyenne. Et les passages les plus pentus sont à 11%. Et s'ils sont 30, 35 même, devant, ils seront certainement pas 35 au sommet de cette ascension. Le premier coureur à être lâché déjà dans cette échappée dès le pied, c'est waouh. Là, c'est vraiment décevant. C'est David Gaudu. Il y est pas. David Gaudu, il n'y a plus les jambes, il n'y a plus la tête. On aurait pu penser là qu'il avait fait le bon coup en étant devant. Et il peut même pas suivre là, alors qu'il y a des coureurs bien plus lourds que lui, bien moins bons grimpeurs que lui. Il est en grande méforme, il est tombé aussi. C'est vraiment étonnant d'être c'est lui qui lâche le premier, malheureusement, David Gaudu. Le deuxième qui lâche là, c'est Owen Doul pour l'IF Education Easy Post. Il reste encore Rémi Rochas qui lui semble bien plus en forme du côté de la Groupama FDJ. Alors ça va être là les espoirs français avec Nicolas Prodhomme aussi pour la Décathlon AG2R qui est bien. Malheureusement, David Gaudu, il est en grande difficulté, il lâche et ce ne sera pas pour lui aujourd'hui. Nicolas Conci, un autre local un petit peu de l'étape, s'est débarrassé de Matthias Vacek et de Davide De Preto qui sont en train d'être repris par le groupe d'une trentaine de coureurs menés par la Movistar. C'est la Movistar qui a pris les choses en main. Ils sont 3 et en plus ils ont le coureur le mieux classé là avec Ener Rubio. Donc ce sont eux qui font le travail. Et en plus c'est 3 bons grimpeurs, 3 petits gabarits. Rubio, Cepeda et Formolo qui rattrapent donc Vacek et De Preto. Et on a donc plus que Nicolas Conci seul en tête avec quand même 30 secondes d'avance. Donc sur ce groupe mené par la Movistar où on ne retrouve plus David Gaudu. On a aussi vu Ben Turner lâcher. Et il y a 3 minutes et 45 secondes d'écart entre Conci et le peloton. L'écart qui ne faiblit pas du tout, qui même grandit très légèrement. Mais on est encore très loin de l'arrivée. 110 km, très loin du sommet également. À 20 km du sommet du Monte Grappa. Une ascension extrêmement longue. 7 km du sommet. Nicolas Conci a été repris depuis un certain temps. Et là, c'est Georg Steinhauser qui décide d'attaquer dans le groupe de tête. Il est suivi immédiatement par Lorenzo Fortunato, évidemment. Fortunato, il est là pour prendre les points de la montagne. On se rapproche un petit peu du sommet. Et donc, il ne le laisse pas partir. L'écart qui est descendu sous les 3 minutes. 2 minutes 48 entre le peloton et les hommes de tête. Et tiens, il y a un petit problème pour Ayuso là, dans le peloton. Et il doit changer de vélo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Juan Ayuso là qui a un souci. Qui repart avec un nouveau vélo. Il a perdu un petit peu de temps. Mais bon, je pense que ça ira. Il reviendra. Le rythme n'est pas exceptionnellement fort et en plus c'est ses propres coéquipiers qui font le rythme, donc je pense qu'ils vont quand même pas le lâcher. On a toujours beaucoup de monde dans l'échappée, quelques-uns ont lâché comme David Gaudu, comme Ben Turner. On a vu Joshua Tarling qui est le dernier à avoir lâché, Matthias Vacek aussi, mais ils sont encore 29 hommes en tête. Et là ce mouvement de Steinhauser et Fortunato a un petit peu fait bouger les choses, hein. On a Dani Martinez qui suit, on a, je pense que est-ce que c'est Luc Plap ou Filippo Zana qui est là aussi, qui revient? Non, c'est pas Luc Plap, c'est Filippo Zana, je suppose, avec aussi Marco Frigo pour l'Israël Première Tech qui revient. On a donc 5 hommes là qui ont pris un tout petit peu d'avance. Ça a fait mal à Jefferson Cepeda qui est en train de lâcher, ainsi que Mattia Baïs, le coureur de la Pole Tidit Malta,
qui sont un petit peu derrière désormais. Mais les écarts sont minimes. Toujours 3 minutes d'écart, difficile de savoir si la victoire est devant ou derrière. Ils sont nombreux, ils ont un petit peu d'avance, mais il reste encore 96 km. Et si jamais Primož Roglič, qui a 2 équipiers devant lui, décide d'attaquer, pas dans cette ascension, mais dans la prochaine, ils pourraient perdre peut-être leur avantage rapidement, sachant qu'il y a encore 30 km de plat après la dernière ascension. Donc il reste encore beaucoup de temps pour revenir sur les hommes de tête. Ça y est, ça accélère dans le peloton, mais c'est pas la Team Emirates, c'est la Team Ineos Grenadier qui décide de serrer la vis. C'était juste au moment où Juan Ayuso revenait dans le peloton, sauf que Juan Ayuso il est tout derrière et là il y a des cassures. Il a pas de chance Juan Ayuso. Ah si c'est bon, Ayuso voilà, il est en dernière place de ce groupe, d'un peloton qui a explosé. Il n'y a plus que 30 coureurs en 15 secondes, d'un coup, ça s'est explosé. La Team Ineos Grenadier a décidé d'accélérer sérieusement les choses, de tester un petit peu l'ami Del Toro là. Ça a éliminé beaucoup de monde, beaucoup d'équipiers, mais pas de leader. Et Egan Bernal qui décide d'attaquer dans cette ascension finalement après le gros travail de son équipe. Sacré Egan Bernal. Et le premier qui saute dans sa roue, c'est Isaac Del Toro, qui a l'air extrêmement fort quand même, Isaac Del Toro, c'est incroyable. Richard Carapaz qui est le troisième qui suit. Et c'est à peu près tout. Pour l'instant, pas de réaction de la part de Roglič. On a un trio, Del Toro, Carapaz, Bernal qui s'est un petit peu isolé. L'écart avec l'échappée qui a diminué suite à ce gros travail d'Ineos. 1 minute 50 sur les hommes de tête. On est à 1 km 500 du sommet. C'est dur pour Thomas Pidcock qui s'accroche dans ce groupe des favoris où il y a plus grand monde, une quinzaine de coureurs. Je vois Romain Bardet aussi encore là. Et il y a Thymen Arensman qui tente de revenir sur le trio de tête pour aider Egan Bernal. Ça serait bien joué s'il arrivait à faire le jump, Thymen Arensman. J'ai l'impression qu'il va le faire. Et dans le peloton, c'est toujours la Team Emirates qui mène. Mais la Team Emirates, ils ont Del Toro devant. Donc, encore une fois, ils jouent sur 2 tableaux un petit peu. Et pour l'instant, on ne voit pas la Red Bull. Il faut dire que la Red Bull, ils ont 2 coureurs devant déjà. Damiano Caruso, Michael Storer, Tiberi. Pellizer est toujours là avec Roglič. On a Max Poole, on a Simon Yates. Et puis on a toute la Team Emirates avec Yates, avec McNulty et avec Juan Ayuso. Ah, il y a Derek G là qui est le 5e coureur à être sorti de ce groupe de favoris. Et en train de revenir sur Thymen Arensman, Del Toro, Bernal et Carapaz. Et Del Toro, c'est ouf. Hein. Il a sauté d'instinct un petit peu dans la roue de Bernal. Je ne sais pas si c'était la consigne d'équipe. Toute son équipe est restée derrière. Et Del Toro, lui, il a suivi. Dans le groupe Primož Roglič, Simon Yates, on a aussi Wout Poels et Carlos Verona, là, qui sont les 2 derniers de ce groupe d'une quinzaine de coureurs. Ils sont même pas 15, ils doivent être 12. Et devant, c'est Thymen Arensman désormais qui est le seul à travailler. Ils ont pris déjà 20 secondes d'avance sur le groupe Roglič, Ayuso. Et c'est toujours la Team Emirates qui roule derrière le maillot rose. En gros, c'est étonnant. Alors on s'approche du sommet. On est dans la brume là. On est à 90 km de l'arrivée. Et il reste encore des efforts énormes. Bernal, c'est un petit peu le spécialiste aussi de ça. D'attaquer de loin, de commencer à faire une bonne affaire. Et puis finalement, il va se faire reprendre à 5 km de la ligne. Et finir dernier du groupe des favoris. On l'a vu souvent faire ça. Allez, on arrive au sommet pour les échappés là. On retourne sur les échappés. Ils sont de nouveau tous ensemble. Du moins, tous ceux qui n'ont pas craqué, ils sont encore au moins 20-25. Et Lorenzo Fortunato qui va aller attaquer. Ça y est, bam, pour aller prendre les 40 points qu'il y a au sommet. Et les autres coureurs d'Astana qui sont tous les 3. Ils sont 4 Astana. Et c'est ces 3 coéquipiers qui suivent pour prendre les points qui restent. Non, il n'y a personne d'autre qui s'y intéresse. Il a trop d'avance, Lorenzo Fortunato. Et avec ces 40 points-là, il va être pas intouchable parce qu'il reste énormément de montagnes encore dans la dernière semaine. Mais là, il a vraiment une avance énorme. Fortunato qui passe en tête au sommet du Monte Grappa. Mais il n'a plus qu'une minute d'avance sur le groupe avec le maillot rose, avec Isaac Del Toro. Ça commence à devenir très compliqué d'y croire pour ces hommes de tête, pour l'échapper. Désormais, on va aller dans la descente. Une longue descente. Une longue descente, c'était une longue montée. Ça sera une très longue descente aussi. Environ 25 km de descente. Puis on aura 20 km de plat. Et ensuite, on aura l'ascension de Dori, 16 km à 5%. Le groupe Del Toro, Bernal, Carapaz qui passe à l'instant au sommet. 1 minute donc derrière Fortunato. Et le groupe Ayuso, Yates, Roglič qui est une quinzaine de secondes derrière. Donc l'écart est minime. Il est probable peut-être que tout se regroupe dans la descente parce que sinon là, Arensman, Bernal, Carapaz, ils sont partis pour un effort peut-être un petit peu trop grand, un petit peu trop long. Ils ont voulu durcir la course, c'est fait. Mais attention à pas se cramer non plus. Il y a un coureur qui s'est échappé dans cette descente. C'est Marco Frigo et on sent qu'il la connaît. Il va à une vitesse folle. Il commence à prendre beaucoup d'avance sur ses autres compères d'échappée qui vont beaucoup plus doucement. Et ils vont tellement doucement que le groupe du maillot rose avec Bernal et Carapaz est en train de revenir sur eux. Ouais, ça se regroupe là. Allez, le maillot rose est, on va dire, dans l'échappée.
Mais le groupe Roglic-Ayuso est pas loin derrière, une dizaine de secondes. Il est probable que ça revienne aussi et que du coup, on se retrouve de nouveau formé, tout simplement. Un peloton d'une quinzaine de coureurs qui revient sur l'échappée de 25 coureurs, voire un groupe de 40 avec Marco Frigo seul en tête quand même. Il a 35 secondes d'avance. Là, Marco Frigo, il a vraiment fait de l'excellent boulot dans cette descente. Del Toro est définitivement désormais donc dans ce groupe avec Fortunato, avec Bilbao, avec Rémi Rochas, avec Nicolas Prodhomme. Et on attend désormais le retour aussi d'Ayuso, de Roglic, de Yates et de Tiberi, avec Romain Bardet. Dans ce groupe-là, ils ne doivent pas être loin derrière. On arrive sur le plat. Et la mission, bien sûr, qui se complique sérieusement pour Marco Frigo. Parce que derrière, il a un gros groupe. Ça s'est regroupé. Primoz Roglic, Juan Ayuso, Tiberi, Yates sont revenus sur la grande échappée où Del Toro, Bernal et Carapaz étaient déjà revenus. Marco Frigo, il a plus que 20 secondes d'avance sur la cinquantaine d'hommes, du coup, voilà, qui est derrière lui. Un peloton de 50 coureurs avec tous les rescapés de l'échappée et les favoris. Ça nous donne une étape un peu folle. Vraiment, aujourd'hui, mais grâce à Egan Bernal, qui a tout dynamité, tout est vraiment encore possible. Il y a encore une échappée secondaire, peut-être, qui peut se faire avec des rescapés de la première échappée qui y retournent. C'est pas encore dit que ce soit un des favoris du classement général qui s'impose, parce que la dernière ascension, elle est pas très dure quand même. Elle est longue encore, 17 km, mais elle fait que 5,3% de moyenne. Donc la plupart des coureurs qui sont encore là peuvent la franchir. Superbe étape, très indécise, le dénouement encore, tout peut se passer. Et ben voilà, on est parti depuis 150 km et il faut de nouveau se battre pour prendre l'échappée. Non mais c'est pas possible, c'est infernal. C'est reparti, derrière Marco Frigo, il y a un groupe de 8 coureurs environ qui tentent de ressortir du peloton des favoris, avec Peyo Bilbao, avec Nicolas Prodhomme, avec Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Filippo Fiorelli, Christian Scaroni. Il m'en manque encore un. Derrière, il y a un trio avec Bart Lehmann, avec Florian Stork et un coureur de la Picnic Postenel. Est-ce que c'est Romain Bardet là, qui tente, lui, dans un second temps, de prendre cette échappée? Il n'était pas dans la première. Tous les autres étaient dans la première échappée déjà. Et ils sont bien sortis. Ouais, le peloton qui est mené par la Team Emirates, qui ne les poursuit pas vraiment. Et on va donc de nouveau avoir une échappée d'une dizaine d'hommes. Si ça se regroupe, 60 km de l'arrivée, on est sur la partie plat. Et tout est à refaire en gros pour les échapper. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils reprennent du temps d'avance s'ils veulent avoir une chance de s'imposer aujourd'hui. Marco Frigo qui attend les autres, ils ont tous regroupés. Le groupe avec Romain Bardet en effet qui arrive de l'arrière. Et voilà, on a 11 hommes. Une nouvelle échappée qui s'est faite sur cette partie plat avec 11 coureurs. Peyo Bilbao, Nicolas Prodhomme, Marco Frigo, Carlos Verona. Pour Lidl Trek, c'était lui que j'avais oublié. Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Romain Bardet, Bart Lehmann, Florian Stork pour la Tudor, Filippo Fiorelli et Christian Scaroni. 11 coureurs qui sont partis et ils ont déjà 55 secondes d'avance sur ce qui reste du peloton avec tous les favoris. Le bon coup pour Romain Bardet, qui est le seul de ces 11 coureurs qui n'était pas dans l'échappée initiale. Mais s'ils veulent avoir une chance aujourd'hui, il faut qu'ils augmentent leurs avances. Il faut qu'ils aient au moins 2 voire 3 minutes au pied du Dori. Parce que si jamais la Team Emirates ou Primoz Roglic décident d'accélérer, on a vu que Egan Bernal était en grande forme aussi, il pourrait revenir rapidement. Après, des coureurs comme Bardet, comme Bilbao, semblent capables peut-être de résister au retour du peloton, on verra ça. Mais voilà, on a notre deuxième échappée de la journée qui s'est faite là, à 55 km de l'arrivée. Et il y a de l'espoir pour l'échappée, et pas qu'un peu. On arrive au pied du Dori, cette ascension de 16 km, à un peu plus de 5% de moyenne. Et ils ont 3 minutes 30 d'avance, ils ont bien travaillé dans la vallée. La Team Emirates a clairement calmé le jeu derrière. Et a priori, là, la victoire, elle est plutôt devant. On est à 42 km de l'arrivée. On voit mal les favoris s'étriper, sachant qu'ensuite, il y aura encore 30 km de plat après l'ascension où on pourrait trop se fatiguer. Donc ça sent bon pour l'échapper cette fois-ci. Tiens, et dès le pied, on a Carlos Verona qui fait une attaque. C'est pas forcément le meilleur des grimpeurs, Carlos Verona. Alors il tente de partir de loin. Désormais, la course va se jouer là. Et je pense, on ne sait jamais, notamment avec un coureur comme Bernal ou Carapaz, que le peloton va désormais rester tranquille jusqu'à l'arrivée. Et la team Ineos Grenadier qui décide quand même immédiatement d'accélérer. Donc voilà, la course n'est pas du tout encore jouée. Cette équipe Ineos Grenadier qui est devenue l'équipe la plus imprévisible du peloton, qui donc prend les rênes du groupe des favoris pour tenter de réduire l'écart avec les échappés. Devant, Carlos Verona est sorti, c'est Gianmarco Garofoli qui a tenté de partir en compte, de le rejoindre, mais il n'a pas réussi encore. Il est un petit peu derrière lui. Et les 9 autres n'ont pas paniqué, ils restent ensemble avec Bilbao, avec Prodhomme, avec Frigo, avec Bardet, avec Zana notamment. Il y a du potentiel, mais ils ont déjà 40 secondes de retard sur Carlos Verona qui est joliment sorti.
Au milieu de l'ascension de Dory, il y a le sprint Red Bull, sur lequel va passer en tête Carlos Verona, qui est toujours seul devant. Derrière, ça s'est inquiété pour Filippo Zana, qui a décidé d'attaquer, de sortir du groupe de 9. Il voyait Carlos Verona prendre un petit peu trop d'avance. C'est monté jusqu'à 50 secondes. Là, il y a 35 secondes entre Verona et Filippo Zana. Le groupe Bardet-Prodhomme est plus loin, lui, peut-être à 50 secondes, 1 minute, on n'a pas l'écart exactement. Avec Carlos Verona, qui est vraiment fait un sacré numéro. Il a attaqué dès le pied de l'ascension. Et pour l'instant, il résiste magnifiquement. On a toujours Gianmarco Garofoli qui, lui, est intercalé entre Verona et Zana. Le peloton, lui, est plus loin. 4 minutes. Il a beau être mené à un train d'enfer par la Team Ineos, s'ils ne reviendront pas sur les échappées, là, 4 minutes, c'est trop. 33 km de l'arrivée. Sachant que le final est plat, même s'il y a des petites montées, des petites descentes. Ils ne reviendront pas. La victoire, elle est devant, elle est pour l'échappée. Est-ce qu'elle sera pour Carlos Verona et la Lidl Trek? Il faudrait qu'il fasse un énorme effort encore sur 33 km. Mais c'est pas impossible, parce que c'était une très longue étape. Les jambes sont fatiguées pour tout le monde et il a l'air d'être frais. Le seul qui semble en mesure de le rattraper, c'est peut-être Filippo Zana, qui est sorti là et qui est en train de rattraper Garofoli. Pour le groupe Bardet-Bilbao-Prodhomme, il faudrait réagir très très rapidement si on veut avoir une chance de rattraper Carlos Verona. Et Egan Bernal, là, qui fait une petite accélération au moment de passer le sprint Red Bull, mais il est au courant qu'il y a 11 coureurs devant lui, Egan Bernal, là, parce qu'il a accéléré vraiment juste pour passer en tête au sprint Red Bull. Sauf qu'évidemment, il n'y a plus aucune seconde à prendre. Del Toro, lui, est toujours vigilant à sauter dans sa roue, mais Bernal, il s'est immédiatement relevé une fois qu'il a passé la ligne. J'ai l'impression qu'on lui a pas dit qu'il y avait des échappées devant, je sais pas, il s'en est pas rendu compte, mais là, très étrange, le mouvement d'Egan Bernal, on a cru qu'il attaquait, mais en fait non, il a juste fait le sprint, il s'est relevé, mais il est passé en 12e position au sprint Red Bull, ce qui n'a évidemment aucun intérêt. Je suis pas sûr qu'il était bien au fait de la situation de l'étape, là, l'ami Egan Bernal. Pendant ce temps, Carlos Verona est toujours en tête. Il a plus que 24 secondes d'avance sur le duo Zana-Garofoli. Les deux Italiens qui reviennent petit à petit sur l'Espagnol. On est encore à 3 km du sommet. Qui a encore assez de fraîcheur après cette interminable étape? Sachant que Carlos Verona, j'ai dit que Romain Bardet était le seul tout à l'heure à ne pas être dans l'échappée initiale. Non, l'autre, c'était Carlos Verona. Lui non plus, il n'était pas dans l'échappée initiale. Et il l'a pris seulement dans un second temps. C'est peut-être pour ça qu'il a un peu plus de fraîcheur. Alors que là, attention, dans le groupe des favoris, c'est Richard Carapaz qui met son attaque. C'est Richard Carapaz qui attaque et Del Toro immédiatement dans la roue. Il n'a même pas perdu 1 centimètre. Il est très fort. Juan Ayuso immédiatement en 3e position. Egan Bernal dans la roue. Ensuite, c'est Tiberi. Ensuite, c'est Caruso, Derek G, Storer, Yates. Et Roglic, il est où? Il n'est pas du tout là, Primoz Roglic. Il y a Iner Rubio, il y a Max Poole. Mais Roglic, il n'est pas là du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Primoz Roglic? Il s'est fait surprendre. On le voit là, Roglic. Et il est loin. Il est loin. Il est en compagnie de Todd Pidcock. Et avec Pellizzari. Et du coup, Bernal qui insiste là dans le groupe Del Toro parce qu'il a compris que Roglic n'était pas là. C'est à peu près le seul des favoris à s'être fait avoir. Parce qu'on a même des coureurs comme G ou comme Storer. On a Max Poole aussi. Et c'est à Damiano Caruso qui est là de travailler pour Antonio Tiberi. Et Roglic, il a du mal à suivre même la roue de Giulio Pellizzari là. Il a pris déjà limite 20 secondes d'un coup, Primoz Roglic. Et allez, Carapaz qui en remet une. Isaac Del Toro, encore une fois, le premier à réagir. Caruso, Bernal, Tiberi sont parfaitement aussi dans la roue. Ayuso, Derek G. Il n'a pas fait d'écart cette fois-ci. Richard Carapaz. Tout le monde a suivi, même Max Poole, même Storer. Le seul qui n'est pas là, c'est Primoz Roglic. Qu'est-ce qui lui arrive là, Primoz Roglic? Il est en difficulté, Roglic. Il est là dans un groupe avec Pidcock, avec Diego Ulissi, avec James Knox. Donc voilà, c'est pas les top coureurs qui sont là avec lui. Il est dans la roue de Pellizzari et il est en difficulté. On ne l'avait pas vu venir là, cette défaillance de Primoz Roglic. Il avait déjà pas mal de temps de retard, mais alors là, quand ça commence à monter, en plus, il perd du temps au lieu de reprendre. C'est un petit peu les adieux, même à la victoire finale là, peut-être pour Primoz Roglic. Même s'il limite la casse, au final, ça augure rien de bon pour la prochaine semaine qui sera extrêmement difficile, bien plus dur que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pendant ce temps, Carlos Verona, il arrive au sommet du Dory. Il passe en tête, il prend les points, les 18 points. Il a plus que 12 secondes d'avance sur Zana et Garofoli qui sont vraiment juste derrière. Ouais, il passe là. Et je sais toujours pas où sont Bilbao, où sont Bardet. Est-ce qu'on va les voir là peut-être? Non, on nous les montre pas. On nous montre le maillot rose et une attaque cette fois-ci de Derek G avec Tiberi qui le suit. Cette fois-ci, Del Toro, il a enfin été raisonnable. Il n'y est pas allé. Il a laissé, c'est Adam Yates qui est encore là, travailler pour lui. Eh ben non, finalement, il y va, Del Toro. Il peut pas s'en empêcher. Il est vraiment très fort, Isaac Del Toro. Et il revient à une vitesse, mais incroyable sur Derek G.
Et il n'y a que Egan Bernal, non, il n'y a que Richard Carapaz qui peut le suivre. Il revient facilement, mais il contre pas. Il aurait pu le contrer, un direct Jeep, quasiment. Il n'a pas voulu. Egan Bernal qui revient dans un second temps. Et Ayuso qui s'accroche aussi. Allez, autour de Simon Yates, bon, au final, allez, il s'étripe. Les favoris, il s'étripe complètement. Et c'est Del Toro qui suit encore le premier. Il se lève même pas de sa selle, hein, alors qu'il a Simon Yates en danseuse devant lui, Carapaz en danseuse derrière lui. Et lui, il reste assis avec son maillot rose. Là, j'ai l'impression de voir Pogacar. Maillot rose Team Emirates. Tout le monde souffre énormément. Tout le monde grimace. J'ai l'impression... Pas le Mexicain. Et Michael Storer, qui est le premier là de ce groupe à vraiment prendre un éclat. Il est un petit peu lâché. Par contre, Del Toro, il n'attaque pas. Hein. Il fait que suivre les attaques, mais dès qu'il est en tête, il ralentit l'allure, il se retourne. Et il n'a pas non plus envie de lâcher Ayuso quand même. Pendant ce temps, on a des nouvelles de Roglic. Il est à plus d'1 minute derrière ce groupe-là. Waouh. Mais bon, là, tout le monde se regarde désormais. L'ascension est finie. Ils viennent de passer le sommet. Ils sont revenus à 2 minutes seulement hein, de Carlos Verona. À force de s'attaquer, ça fait beaucoup. Et allez, Damiano Caruso qui est là, qui est le seul équipier. Non, il y a aussi quand même Brandon McNulty. C'était pas Yates, c'était McNulty qui est là pour travailler pour Ayuso et Del Toro. S'ils s'entendent, ils peuvent au moins prendre beaucoup de temps à Roglic. Michael Storer, on voit qu'il s'arrache pour revenir derrière. Et désormais, ça va être plat. Ça sera plus dur de faire des attaques ou de prendre du temps. Il faut qu'ils arrivent à travailler un petit peu ensemble pour distancer Roglic. Est-ce qu'ils peuvent reprendre aussi 2 minutes à Carlos Verona? Ça paraît compliqué, mais il reste quand même encore 25 km. Il a repris du champ, Carlos Verona, ça commence à sentir bon. Est-ce qu'on va avoir une 6e victoire pour l'équipe Pedal Trek? Ce serait complètement dingo. Il a 40 secondes d'avance désormais sur le duo Zana-Garofoli qui est clairement en train de piocher. Derrière, à plus d'1 minute, on retrouve Nicolas Prodhomme, Romain Bardet, Florian Stork et Christian Scaroni qui sont les derniers encore escapés de l'échappée. Puis le peloton qui désormais s'est organisé. Peyo Bilbao s'est laissé distancer pour venir travailler. On voit la Movistar avec Nairo Quintana qui travaille aussi pour aider la Team Emirates et on roule à fond. Pourquoi ? Parce que Roglic est derrière. Il est à 3 minutes 10 derrière Verona, donc à 1 minute 20 derrière le maillot rose et tous les autres favoris. Et donc ils s'associent tous ensemble pour tirer sur l'ambulance, pour frapper un homme à terre. Roglic est dans le mal et ils vont pas laisser passer cette opportunité. Il y a Bart Lehman aussi qui s'est relevé dans l'échappée pour venir travailler pour Simon Yates. Et donc là... ça peut faire mal. Ça va faire mal à Roglic. Il va perdre plus d'1 minute, peut-être 2. On est à 15 km de l'arrivée. Et pendant ce temps, donc, toujours Carlos Verona en tête qui doit résister. Alors, a priori, la menace, c'est plus Zana ni Garofoli. Mais c'est peut-être ce peloton qui est organisé, qui roule tous ensemble. Ils roulent pour distancer Roglic le plus possible. Pas forcément pour revenir sur Verona, mais on ne sait jamais. Si Verona n'avait plus de force, ce peloton pourrait être un danger, même si c'est a priori pas le scénario le plus probable. On se dirige plus quand même vers une victoire de Verona en solitaire, là. 6 km de l'arrivée, Carlos Verona est toujours seul en tête, il a 46 secondes d'avance sur 6 hommes qui sont derrière lui. Zana et Garofoli ont finalement été rattrapés par Prodhomme, Bardet, Stork et Scaroni. Et derrière, le peloton maillot rose est à 1 minute et 7 secondes de Carlos Verona, soit donc environ 20 secondes derrière le groupe Bardet. Ça sent bon quand même, ça sent bon pour Verona. Derrière, est-ce que le peloton va revenir sur le groupe Bardet et qu'on va voir les favoris s'expliquer pour les secondes bonifs, hein. Il y a 10, 6 et 4. A priori, les 10 secondes, ça va être pour Verona, je pense. Les 6 et 4, c'est pas dit que ce soit pour le groupe Bardet. Le peloton, derrière, qui continue de rouler. Ils ont 1 minute 30 d'avance sur Primoz Roglic et ils en veulent encore plus. Est-ce que Carlos Verona va réussir à résister? Il se retourne, il fait des grimaces de douleur. Il a plus que 5 bons kilomètres à tenir et il réalisera un nouvel exploit pour la Lidl Trek. Ça descend là pour Carlos Verona, il fait probablement du bien. 2 km de l'arrivée, 34 secondes d'avance sur le groupe Bardet, 44 secondes sur le groupe du maillot rose. Ça devrait le faire pour Carlos Verona qui va remporter largement la plus belle victoire de sa carrière. Jusqu'à présent, c'est un équipier, Carlos Verona, il a quasiment jamais sa chance. Et là, il a profité du fait que son leader, Giulio Ciccone, a chuté hier. Du coup, il avait les coups des franches, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il s'en est magnifiquement sorti. Il compte une seule victoire dans sa carrière pour l'instant. C'était une victoire au World Tour quand même. C'était sur le Critérium du Dauphiné, mais c'est tout. Et donc là, une victoire sur le Giro, c'est évidemment une incroyable consécration. Derrière, ça va se jouer à pas grand-chose dans la lutte pour la 2e et la 3e place. Est-ce que Isaac Del Toro va aller encore chercher une 2e place? Il faut déjà qu'il rattrape le groupe Bardet, ce qui n'est pas encore tout à fait fait.
Parmi les autres coureurs rapides, on a Filippo Fiorelli, le sprinter de la Bardiani, qui est encore là et qui pourrait peut-être aussi faire une magnifique deuxième place pour la Bardiani. On a Max Poole qui est aussi très rapide. Christian Scaroni pour l'Astana qui est lui dans le groupe Bardet. A aussi une belle tête de deuxième. Mais pour la première place, ça paraît fait pour Carlos Verona qui vient de passer la flamme rouge. Il a plus de 30 secondes d'avance. Et la Lidl Trek qui va encore s'imposer. Alors celui-là, il fallait la voir venir. Carlos Verona, il a attaqué au pied du Dory dans cette échappée. Il a déjà eu la chance que cette échappée soit revenue suite à l'attaque d'Egan Bernal. Ensuite, il a pris la bonne échappée qui était la seconde et il a attaqué dès le pied du Dory. On se demandait un petit peu ce qu'il faisait. Eh ben, il faisait tout simplement le coup du siècle. Après plus de 5 heures d'effort, 5 heures et 15 minutes, 220 km absolument intense du début à la fin. Eh ben, c'est Carlos Verona qui va venir s'imposer et redonner le sourire à toute la Lidl Trek après l'abandon de Giulio Ciccone hier. 6e victoire en 15 étapes pour la Lidl Trek. Après 4 pour Pedersen et 1 pour Dan Hull, c'est Carlos Verona qui lève les bras et qui passe en tête. Incroyable la victoire de l'Espagnol Verona. Et derrière pour la deuxième place, qui c'est qui est sorti là? C'est finalement pas le groupe du maillot rose, c'est Florian Stork pour la Tudor qui est sorti et qui va faire la deuxième place. Florian Stork juste devant Christian Scaroni qui va faire 3e et Bardet 4e. Et le groupe du GC qui est juste derrière, c'est Fiorelli. Ah, il est déçu Fiorelli. Il règle le groupe du peloton du favori, mais ils n'ont pas rattrapé finalement le groupe Bardet. Il vient donc faire 8e, Filippo Fiorelli. Ah, Carlos Verona, il a toute sa famille en plus. Il a sa femme, il a ses enfants. C'est magnifique. Tout le monde est heureux. S'il y a bien un coureur qui n'est pas heureux aujourd'hui, c'est Primož Roglič. On va l'attendre sur la ligne, mais il va perdre près de 2 minutes, je pense, aujourd'hui, le Slovène. Ça commence à faire beaucoup. Ils sont tous en train de pleurer. Ça me fait presque pleurer moi aussi, Carlos Verona. Sa femme, ses 2 filles qui pleurent. Quel sport, les amis. Quel sport, le vélo. Et là, voilà, l'arrivée de Primož Roglič avec Tom Pidcock dans sa roue, qui est un autre perdant du jour de Tom Pidcock. Il finit au sprint, là, Giulio Pellizzari. 1,58. 1,58 de perdu sur Carlos Verona. Donc, il va perdre, je dirais, 1 minute 30 sur Isaac Del Toro, sur Juan Ayuso, sur Yates, sur Tiberi, sur G, sur Storer, sur tout le monde en fait. Primož Roglič, grand perdant du jour, mais pas encore enterré. Demain, c'est jour de repos. Il pourra peut-être se remettre de son problème du jour. Et il sera évidemment revanchard, même si la dynamique ne parle pas vraiment en sa faveur pour Primož Roglič. À 32 ans, et pour ce qui est sa 16e saison chez les professionnels, ancien coureur notamment de la Quick Step, de la Mitchelton Scott ou de la Movistar, désormais à la Lidl Trek, qui remporte la 2e victoire seulement de sa carrière. Quelle émotion pour lui. Il a dit dans son interview que sa première victoire sur le Critérium du Dauphiné, c'était déjà un scénario identique, c'est-à-dire c'était le lendemain d'une étape où le leader de son équipe avait dû abandonner. Il avait eu le droit de sortir et il s'était imposé. Il refait le coup aujourd'hui. En plus, sur la seule étape où sa famille était là, sa femme, ses 2 filles étaient venues juste pour cette étape. Et il vient s'imposer. C'est absolument incroyable, hallucinant. Jour de gloire pour Carlos Verona, le plus beau jour de sa carrière. Certainement pour toujours. Il termine avec 22 secondes d'avance sur Florian Stork, l'Allemand de la Tudor, et sur Christian Scaroni, l'Italien d'Astana. Suivent Romain Bardet, Nicolas Prodhomme, Filippo Zana et Gianmarco Garofoli, les échappés. Le peloton, réglé par Filippo Fiorelli, termine à 29 secondes devant Damiano Caruso et Max Poole, où on retrouve la plupart des favoris. Derrière, Roglič termine à 1,59 et perd donc exactement 1 minute 30, en compagnie notamment de Diego Ulissi et de Thomas Pidcock. Le groupe Eto est arrivé tous ensemble, un groupe d'au moins 60 coureurs, qui termine à 32 minutes et 25 secondes. Le dernier de ce groupe Eto, c'est Michael Zilliard, le sprinter de la Tudor, qui clôt donc la marche aujourd'hui, mais tout le monde a largement fini dans les délais, pas de souci. Au classement général, il y a un seul changement dans le top 10, c'est Primož Roglič, qui passe de la 5e à la 10e place, ce qui permet à Derek G, Damiano Caruso, Antonio Tiberi, Egan Bernal et Timen Arensman de gagner tous une place. Devant ça ne change pas, Del Toro toujours leader. Devant Simon Yates, Juan Ayuso et Richard Carapaz. Le premier français, on ne l'oublie pas, c'est toujours Nicolas Prodhomme. Il est 20e
à 8 minutes et 58 secondes d'Isaac Del Toro. Derrière, les autres classements n'ont pas bougé. Mats Pedersen, plus que jamais leader du maillot Ciclamino devant Olaf Koy et Casper Van Hunden. Lorenzo Fortunato a encore augmenté son avance. Il a désormais 197 points contre 54 pour Juan Ayuso qui est toujours deuxième et 50 pour Manuel Tarozzi qui est troisième. Et puis le meilleur jeune, c'est toujours bien sûr Del Toro, le leader devant Juan Ayuso et Antonio Tiberi. Demain, c'est le jour de repos et les coureurs l'auront bien mérité après cette étape encore une fois complètement folle aujourd'hui. Et puis ce sera le début de la troisième semaine, une troisième semaine dantesque. C'est tout simplement la première fois depuis plus de 25 ans qu'il y a autant de dénivelé au cours d'une troisième semaine sur le Giro. Alors il n'y a que 2 arrivées au sommet véritables, on va dire, lors de cette troisième semaine. Et ça sera dès mardi avec l'arrivée au sommet de Brentonico. Une étape vraiment très dure, 3 cols de première catégorie plus un col de deuxième catégorie. Et donc on finira avec le Brentonico, 18 km d'ascension à 6% de moyenne. Ça sera enfin l'occasion de tester cet Isaac Del Toro sur cette troisième semaine. On rappelle que c'est le premier grand tour de toute sa carrière, Del Toro. Donc il n'a jamais couru pendant 3 semaines. On va voir s'il sera capable de résister à son équipier Ayuso, à Simon Yates, à Richard Carapaz qui semble en grande forme, à Tiberi. Et on va voir la réaction d'orgueil de Primož Roglič. Est-ce qu'il pourra revenir, aller peut-être au moins chercher un podium? La victoire, le maillot rose, ça paraît quand même désormais très compliqué pour Primož Roglič. Mais sait-on jamais, évidemment. Il va encore se passer beaucoup de choses dans ce Giro absolument passionnant. Rien n'est fait du tout. Ça promet beaucoup pour cette troisième semaine et on suivra tout ça sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.